bonjour, ou peut-être bonsoir. C'est avec grand plaisir que je vais essayer de partager avec vous le programme d'auto-vidéo numéro 4. Mais tout d'abord, voyons ensemble le sommaire. Le rallye des 1000 lacs en Finlande, c'est au couteau, c'est la victoire ou rien. La course dans les nuages, la démesure à l'américaine, c'est la course de côte de Pikes Peak. La femme qui dérange, c'est elle qui vous présente cette cassette, un portrait de Michel Mouton. Le rallycross de l'Oréac ensuite, nous l'avons intitulé Valse pour 4 temps. Un dimanche à Monza, c'est un dimanche jamais comme les autres, une autre forme de démesure. Ragnotti au quart de tour, c'était au Tour de France Auto. Le rallye San Remo flirte avec la Peugeot 205 Turbo 16. Les transalpins, sous le charme de la française, on dit là-bas appassionata. Et ultime précision, restez avec nous après le générique de fin. Les plus grands constructeurs vous ouvrent leur cinémathèque. Les 1000 lacs, c'est pour moi l'épreuve la plus extraordinaire du championnat du monde. C'est aussi, je crois, l'épreuve la plus difficile. Elle nécessite vraiment une conduite de circuit pure. Seulement, les rails de sécurité là-bas, ce sont les arbres des forêts. Et les virages ne sont non seulement de gauche à droite, mais aussi de bas en haut. Ça saute tout le temps. On décolle, on atterrit, on vole pratiquement. Et la motivation des Finlandais là-bas est telle que vraiment finir second, c'est déjà être mauvais. Seul, vraiment, le vainqueur est roi. Et je crois que pour cette raison, les étrangers auront vraiment toujours du mal à vaincre là-bas. Jyväskylä, c'est ce qu'il est convenu d'appeler en langage imagé un trou paumé au fin fond d'une des innombrables forêts finlandaises. Mais Jyväskylä, une fois l'an, devient l'épicentre d'un drôle de phénomène. Le rallye des 1000 lacs, qui ne connaît pas d'équivalent dans le calendrier du championnat du monde des rallyes. Le rallye des 1000 lacs, 12 euphémismes, puisqu'on en dénombre 60 000 en fait de ces lacs en Finlande. Le rallye des 1000 lacs, qu'il faudrait dans un souci d'exactitude rebaptiser le rallye aux 5000 bosses. Le rallye des 1000 lacs, ça a toujours été un vieux rêve pour moi. Ça a été toujours le rallye que j'ai souhaité venir faire parce que je sais que c'est le summum de pilotage. Il y a des plateaux exceptionnels. Ça a toujours été le rallye qui a rassemblé le plus grand nombre de grands pilotes mondiaux et je tenais absolument à participer à cette épreuve. Et j'espère bien revenir régulièrement justement pour un jour pouvoir lutter contre eux parce qu'on sait que c'est un rallye qu'il faut absolument travailler pour être dans le coup. Pourquoi une seule voiture ? Le rallye des 1000 lacs, c'est un terrain qui convient, je pense, uniquement aux pilotes finlandais. Dans l'équipe, nous n'avons qu'un seul pilote finlandais et il est le seul représentant de Peugeot Talbot Sport au départ. Ce que j'espère surtout, c'est me battre pour la place de premier non scandinave, mais j'enlève quand même Michel Mouton parce que je la considère déjà comme une scandinave parce que ça fait sa 4e participation et je l'ai vu procéder en reconnaissance. J'ai déjà vu hier dans la spéciale d'essai et on peut dire qu'elle est capable maintenant de se battre avec les meilleurs. Après 3 ans, effectivement, de conduite, je commence à connaître un petit peu les spéciales, mais malgré tout, c'est encore quelque chose qui est pas inné. Il faut encore rouler. J'ai fait plus de 10 000 km de reconnaissance et pour essayer de prendre ce rythme qui est si spécial, essayer d'adopter cette conduite qui est comme une danse, qui est quelque chose où on va très très vite et c'est toujours quelque chose qui me demande encore de faire des efforts. Mais vraiment, c'est un sentiment fantastique. J'aime beaucoup cette sport. « 5000 bosses, nous disions, c'est cela peu de choses près, 5000 bosses avalées à des vitesses qui dépassent bien souvent l'entendement. En fait, c'est en Finlande que se réalisent les moyennes horaires les plus hautes. Le rallye des 1000 lacs se court à plus de 120 de moyenne. Songez un instant que le record dans l'épreuve spéciale d'entraînement la veille du départ, que ce record détenu depuis 7 années par Markku Alén, a été établi en 1 minute et 41 secondes pour 4 km.
c'est-à-dire à 144 km/h. Et pourquoi une spéciale d'entraînement? Eh bien tout simplement parce que les reconnaissances n'y sont autorisées qu'à vitesse très réduite et que la police est à la fois omniprésente, vigilante et très susceptible. Cette année-là, Michel Mouton ne pourra pas prétendre battre le record envié de premier pilote non scandinave. Il restera encore la double propriété de Paddy Hopkirk, 6e en 65, et de Russell Brooks, même classement en 82. 2 tonneaux, l'Audi Quattro fait grise mine. L'arrière est parti, et j'ai fait un tête à queue. Et dans le tête à queue, j'ai touché quelque chose, j'ai fait pas sur la droite, qui m'a fait faire 2 tonneaux. Et puis, voilà, ça s'est arrêté là. Passe par-dessus. J'arrive. Mais c'est une fois de plus un Finlandais qui s'imposera, un Finlandais volant bien sûr, devant un autre Finlandais et un autre Finlandais, ce qui nous donne Vatanen, Allen, Toivonen. Le 4e, c'est ce fameux Suédois qui s'est permis une fois, mais une seule fois, de l'emporter ici, c'est un certain Blomqvist. Et ne soyez pas étonnés si le 5e est un dénommé Kankkunen. Le rallye de Finlande est une sorte de chasse gardée, tout comme le rallye de Suède l'est, à un degré légèrement moindre pour les Suédois. Et donc l'édition 84 des 1000 lacs restera dans les mémoires comme la date d'un événement, celui bien précoce de la 205 Turbo 16, celui d'une nouvelle technologie. Vatanen y est allé de son pied de nez à une hiérarchie qui se voyait pourtant bien établie et pensait disposer encore de quelques mois de sursis. Point de tout cela, l'histoire finalement n'est pas si mal faite que cela, surtout quand elle est belle.
Et la nature a beau avoir repris ses droits, tout ceci n'était pas une illusion. Pikes Peak dans le Colorado. J'étais très intriguée avant d'y aller, j'étais très enthousiasmée par l'épreuve et je n'ai vraiment qu'une envie, c'est d'y retourner. Pikes Peak, c'est une course de côte sur terre battue qui monte un peu comme une spéciale de rallye, qui monte tout le temps vers les nuages. C'est vraiment la course dans les nuages. Et l'ambiance qui règne là-bas, une ambiance américaine très décontractée, mais aussi très professionnelle, où les gens ont envie de se faire plaisir, ont envie de conduire. Et vraiment, c'était une très très grande expérience pour moi. Pikes Peak, un nom presque magique. En plein cœur des Rocheuses, dans le Colorado. Pikes Peak, une course de 20 km, une grimpette de 2800 à 4300 mètres d'altitude, entièrement à terre battue. Un spectacle pour Hollywood, qui met en scène ces merveilleux fous roulants sur leur drôle de machine. Il sort d'une open wheel car, une auto à roues ouvertes, moins de 600 kg pour 650 chevaux, tirée des gros V8 des Buick ou autres Cadillac. Ça tient du buggy, du dragster, de la Formule 1, bref, c'est américain. En principe, ce sont ces open wheel cars qui sont les plus rapides. Lost John walking along in the rain, around the curve come a passenger train. John made a grab, but he never got aboard. He left him sitting on the old railroad. It's long gone, long gone, long gone, lost John. Un champion américain du volant se doit d'inscrire son nom au palmarès. Il faut gagner au pic, comme il faut gagner au Mans ou à Indy. Mario Andretti, Al Unser, Parnelli Jones, Bobby Allison, tous ont signé leur victoire au pic. Celle qui va arriver appartient à une autre catégorie, celle des stock cars. De bonnes grosses américaines transformées en bombes de 600 chevaux. Des tourismes très très améliorés, pas toujours docile à dompter, mais c'est là une des garanties du spectacle. Cela aussi peut arriver et l'on ne méditera jamais assez sur la dure solitude du pilote en ces instants de détresse. Plus l'on s'approche du sommet, plus la piste de latérite devient large. Il n'y a bientôt plus que le ciel pour seul point de repère, alors tous les virages se ressemblent. La punition, c'est le ravin tout du long. On fonce quand même à plus de 140 dans les courbes. Long gone.
He's long gone, lost young. Dépaysé par le décor, Michel Mouton, mais pas par l'épreuve. La terre, elle connaît. La victoire lui a pourtant échappé à cause de son moteur défaillant. 500 chevaux dans l'Audi Quattrosport qui lui avait permis de dominer les essais en compagnie de Fabrizia Pons, sa fidèle coéquipière. La catégorie des rallycars, des voitures de rallye, autorise la montée avec coéquipier. On sait chez Audi qu'une victoire au pic est important pour le marché américain, alors on reviendra. C'est au volant d'une Open Wheel Car, une Wells Coyote Chevy. Wells Coyote Chevy, tout un programme, que Bill Brister l'a emporté pour la seconde fois. Il tentera tout une troisième fois pour gagner. Il faut dire que la course vers les nuages donne des ailes à l'ambition. J'aime, j'aime, j'aime. J'aime, j'aime, j'aime. Julien. Nerveuse, hein? J'aime les routes bleues, les routes Citroën. Coucou, bien roulé, hein? J'aime, j'aime, j'aime. Hé, hey, c'est quoi votre direction? Retourne chez ma mère. Allez, viens. Et moi, j'attends que la mer monte. Citroën BX 19 GT, 105 chevaux. Il n'est jamais très facile de parler de soi et pour cette raison, je serai très très brève. Je voulais simplement me regarder. Suivant mon goût, je compose, je joue un truc. Essaye de pas bouger pendant 2 minutes. Laissez-les travailler. Comment? Oui. Quoi? Oui, après. Quoi? De temps en temps, j'aimerais être dans la tête des autres, tu sais. Pourquoi? C'est intéressant de savoir ce qu'ils pensent à ce moment. Et ça serait aussi intéressant pour eux de savoir ce que je pense moi à ce moment. Ma première victoire au championnat du monde, c'est le Sanremo 80. C'était aussi la première victoire d'une femme à ce niveau. Quand je vais chez le coiffeur, c'est d'abord pour se remettre un petit peu en état et puis retrouver un visage normal, naturel, sans l'effort, sans la fatigue et tout. On ne pense plus à rien, on parle de tout et de rien, c'est vraiment le moment de détente. Je passe les pantalons là-bas, mais... C'est belle. Pardonnez-moi. C'est belle. Immer noch ein verzögertes Anspringen vom Formulator. Haben wir den irgendwo wegrennen?
encore une petite tache là, il faut l'essuyer parce que comme on va leur faire voir qu'on y voit bien, ça va leur faire drôle. Bon, je me fais peur, tellement je suis pas belle. En douceur, hein? Ouais, elle ronronne là. Ouais. Tu vas voir, c'est équilibré. Là? Ouais, Ça? Oh, aïe, aïe, dire qu'il faut y aller, qu'il faut attaquer. Super. Dans l'attaque, l'état de grâce, c'est quand on croit qu'on vole, qu'on n'a plus l'impression de forcer, on a l'impression qu'on est à la limite partout sans y être. On sent qu'il ne peut rien vous arriver, que c'est dur à traduire par des mots, mais tout est parfait. C'est un moment où tout est parfait. Voilà. Je disais que ma femme, quand elle a vu la femme passer, mais elle m'a demandé, est-ce que c'est une femme qui conduit? J'ai dit oui. Mais dis donc, elle n'a pas peur de la mort? Yes, come on. Yeah, we lost 5 minutes for you yesterday. Hey, ça va pas se passer. Exactement, elle a encore en tête, alors vraiment, c'est formidable. Et je crois qu'elle va remporter. Je souhaite qu'elle remporte. Si bon Dieu, il faut que le bon Dieu soit avec elle. Si on pointe avant 35, on est encore première. La 12. Michel, maintenant. Laissez-les travailler. Go, on se recule. On avait à ce moment-là 1h20 ou 24 d'avance sur Walter et on a décidé par sécurité de changer la boîte. Seulement, les mécaniciens, il y a eu un problème technique qui fait que quand la boîte a été terminée, eh bien, les vitesses ne rentraient pas. Et quand ils ont enfin réussi à faire rentrer les vitesses, il n'y avait pas d'embrayage. Et les endives, tu les fais cuire au four juste pour les faire griller? Ouais. Ok. Sur combien vous mettez? Ah d'accord. Bon, si c'est pas bon, je t'appellerai demain matin.
aimez le parfum? Ah, tu vas manger ce soir, je sais pas si ça va être... En même temps, c'est quand on fait la cuisine, après on n'a plus faim. J'y vais. Braga 85 pour toi. Gauche 85. Bras gauche. Bras gauche 80. Ok. Bras gauche 80. Bras 80. Bon. Vedi bras gauche, bras 85. Bras 85. 3 fois ferme. Gauche 85. Oui, 3 fois ferme. Gauche 80. Un peu de rallycross maintenant. C'est une épreuve sportive qui ne m'a jamais tellement tentée. Je crois que je n'ai dû y participer qu'à l'occasion d'un tour auto il y a quelques années de ça. Mais à voir les images, je pense qu'on doit bien s'y amuser, et que ce soit derrière le volant ou derrière les barrières, je crois que l'ambiance doit être très très agréable. Loyac, petit village au cœur de la Bretagne, chapeau rond, crêpe dentelle et bolée de cidre. Mais en cette fin d'été, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Pardon, vous dites? Un, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 20 R4 en folie sur 8 tours. C'est ça le Renault Cross. Les voitures ne sont pas des anges, même si elles se frottent les ailes. Il faut s'imposer à tout prix, en particulier au prix de la tôle. On n'a pas vraiment le temps de se faire des politesses. Plaisir de voir. Vous dansez, mademoiselle? Plaisir de piloter. Tout le monde y trouve son compte. Finalement, c'est Maurice Breuil qui coiffera Max Willy sur le poteau pour le titre. Après 7 bagarres de ce style, il aura fallu la dernière épreuve pour les départager. La course champêtre a aussi ses arguments. Les majorettes, elles sont bretonnes, elles ont des chapeaux ronds, on vous l'avait bien dit. Tracé dans une pâture, véritable circuit sur le plancher des vaches, le rallycross a ceci de bon qu'il mobilise et l'ardeur et l'imagination de chacun. C'est la fête au village au travers du sport automobile. Malgré les apparences, la barrière entre les stars et le public n'est pas si importante que cela. C'est seulement dans ces moments que les triplettes l'emportent sur les trinquettes. Pas vrai, Moustache? Pas vrai, Beltoise? Mais il faudra songer aussi à tourner le volant et ne pas rester sur le carreau. Tout ça n'est qu'affaire de concentration. Viens, je t'emmène avec moi en balade. Tu laisses tout, on s'en va en balade. Ma Bugatti Sport de 1930 n'attend plus que toi. Crois-moi, tu seras contente. Paris-Deauville en 4 heures, c'est extra. Viens, je t'emmène avec moi. De ces joutes artistiques, le plus habile, le plus marquant sera Serge Marquand. Mais chacun aura remarqué l'art de la fugue et la fougue de Fugain, Michel, qui a une de ces dextérités pour vous emmener en balade. Les vedettes du rallycross, ce sont d'abord les voitures de la division 1. Des groupes A, presque des voitures de tourisme.
Les grosses, les hyperpuissantes sont en division 2. Tout y est permis, à condition que le modèle de base soit homologué en groupe A ou en groupe B. On a le droit de changer la transmission et de disposer de 4 roues motrices. You want to race? If you insist. At that price I can't resist. That's right. That's right. That's right. Tonight, it ain't right. I got to have me a week. But I'll be back for you, Jack, and I'll let the machine speak. That's right. That's right. That's right. Showdown? You bet. And I haven't even saddled my pony yet. Have mercy, Miss Percy. I done put the... Champion de France de rallycross pour l'année 84, Roger Chevreton sur une Visa 4x4. That's right. Monza, Ferrari, on ne peut parler que de passion. Mais conduire une Ferrari à Monza, ça ne doit pas être très très facile. Surtout quand la saison n'a pas très bien marché et que le public vous y attend encore plus. Le public est là, fou, complètement fou, délirant, mais le pilote est tout seul. Tout seul avec ses angoisses, tout seul avec son envie d'être parfait, tout seul à assumer ses responsabilités. Et je crois que pour lui, vraiment, le délire ne commence que quand son casque est sur la tête et quand le signal est donné. Les passions de n'importe quelle nature qu'elles soient ne sont pas obligatoirement une bonne chose. Monza est une passion, Ferrari est une passion, l'Italie tout entière est une passion. Et son Grand Prix 84 n'échappera pas à la règle que les Formule 1 construites par Ferrari occupent le devant de la scène, et c'est de la folie furieuse, qu'elles occupent plutôt le fond de cette même scène, et ce sera toujours de la folie furieuse, mais cette fois au sens premier du terme. Et celui-ci n'avait pas besoin de recevoir des canettes de bière sur la tête après son abandon, sa déception et son amertume suffisaient amplement à l'assommer. Seulement voilà, tout avait plutôt mal commencé pour les voitures rouges. D'abord la saison, demi-teinte et demi-mesure, résultat plus que moyen, sauf une victoire un peu miraculeuse d'Alboreto. Largement insuffisant pour satisfaire un public qui n'est autre qu'un jury permanent et sévère. Monza 84, c'est vrai, aurait pu gommer d'un seul coup de longs mois d'incertitude, mais voilà, Monza 84 n'est pas Monza 83, et il faut bien avouer que cette année aux essais, les Ferrari numéros 27 et 28 ont passé plus de temps dans les stands que sur la piste. Arnoux et Alboreto, réduits au rôle de figurants, ne savent plus trop à quel saint se vouer. Quelle différence avec l'an dernier? La presse s'en empare. Et si en Espagne, la mort d'un torero efface de la une les attentats et les extraditions des Basques, en Italie, la santé de l'écurie Ferrari, quand elle est bonne et quand elle est mauvaise, efface de la une les assassinats de la mafia. C'est ainsi. Et pourtant, il y a un an, la musique n'était pas la même, c'était Monza 83 et c'était Arnoux Tendresse.
votre objectif? Gagner encore? C'est certain, mon objectif c'est gagner parce que j'ai besoin de points au championnat du monde. Mais il faut faire 50 tours. Attendons un moment. Le tour auto. Le tour auto, c'est une épreuve à laquelle je dois beaucoup. Une épreuve qui m'a permis de me faire connaître et que j'ai gagnée en 1978. À l'époque, c'était un grand Tour de France avec des circuits et des épreuves spéciales. Aujourd'hui, c'est devenu un rallye Paris-Nice avec seulement des épreuves spéciales. Et je crois que ce rallye mériterait d'être un peu remusclé, un peu tonifié. Mais cette année, par contre, la bagarre était fantastique jusqu'au bout et je crois que ça reste un bon souvenir pour tout le monde. Darniche, qui voudrait bien rappeler qu'il fut un temps où... Fréclin, le dernier vainqueur, mais son Opel n'est plus tout à fait dans le coup. Ragnotti, lui, voudrait asseoir son titre de champion de France des rallyes. Terrier remplace Toivonen, un Normand contre un Viking, le même tempérament. Andruet, en attendant la future Lancia, voudrait bien renouer avec son épreuve fétiche. Avant que sa M1 n'aille au musée, Béguin espère prendre sa revanche sur l'année dernière.
Chatriot, révélation du Tour l'an passé, n'a qu'une idée, recommencer. Weber, le seul étranger de cette épreuve, elle compte pourtant pour le championnat d'Europe. Sabi, le malchanceux, mais ô combien rapide. Panciatici n'a qu'un but, une nouvelle victoire en groupe N. Oui, décidément, les acteurs du championnat de France ont tous une excellente raison d'être présents au Tour de France Auto. C'est Sabi qui va vite, très vite durant la première étape. Avec un parcours sans faute, il se retrouve en tête à Lyon avec une petite seconde d'avance sur Andruet. Malheureusement, il va crever à plusieurs reprises dans la seconde étape et prendre du retard. C'est alors Andruet qui reprend le flambeau à Grenoble, mais... Maintenant, ça s'est bien passé puisqu'on a pris la tête, mais quand même, on a connu un problème. Alain Oreille, handicapé par un numéro lointain pendant la première étape, revient sur les trousses de Panciatici au cours de la seconde. Mais il devra renoncer en Ardèche sur rupture d'un moyeu. N'empêche, la Renault 11 Turbo était étonnante. Inquiet, Panciatici. En cet instant, il avait raison de l'être, car Oreille n'avait pas encore dit son dernier mot. Sur la fin de l'épreuve, seule la panne mécanique restera pour lui sujet d'inquiétude. Sinon, jusque-là, impeccable. Et la voiture marche bien. Alors, pour changer les plaquettes, ça devrait rerouler. Et oui, ça va rerouler, et Ragnotti va le prouver. Crevaison sur crevaison, Fréclin n'espère plus. Chatriot ne va pas tarder à finir dans un talus, après avoir traversé un champ, ou du moins tenté de le faire, pour rejoindre la route en contrebas. Un léger écart, en somme. Dufour applique avec rudesse, parfois, l'art de manier une samba groupe B. Malgré quelques soucis mécaniques, Ballas va imposer son groupe A et Panciatici sa groupe N. Un spectacle que l'on verra souvent dans ce Tour Auto. C'est déjà presque le chant du cygne pour Béguin. On a fait la spéciale avec la boîte bloquée en 4, à 5 km du départ de la spéciale. Il y a une fuite d'huile sur la boîte et l'embrayage a patiné tout le long parce que je pense qu'il y avait de l'huile qui tombait dessus. Non, je ne l'ai pas reçue, mais en fait, elle a été bloquée en 3 et non pas en 4. Il va disparaître du rallye lors de la dernière nuit, couple conique cassé. Route trop mouillée au début, trop sinueuse ensuite, la fabuleuse M1 n'a jamais trouvé un terrain favorable. Pour Andruet, une seule tactique, l'attaque. Pour Ragnotti aussi. Où l'on s'aperçoit avec Auriol que la relève existe. Sabi, pour la beauté du geste, avant qu'un incendie n'éclate à bord. Auriol encore.
Il en veut tellement que 4 roues, c'est presque trop. Et voilà, c'est dans le vide-poche. Une victoire et le titre de champion de France des rallyes pour Jean Ragnotti et son fidèle navigateur qui s'appelle, ça ne s'invente pas, Pierre Timonier. Le rallye San Remo, c'est un peu la nostalgie. C'est une épreuve que j'ai gagnée en 1981. C'était ma première victoire en championnat du monde. C'était aussi la première victoire d'Audi. Le rallye San Remo, c'est un compromis asphalte-terre très intéressant et le pilote doit être parfait sur les deux terrains. L'ambiance qui règne est une ambiance fantastique, délirante. Les Italiens sont fous de voitures et bien souvent, ils sont bien plus déchaînés que les pilotes. Cette année, la victoire de Peugeot nous laisse espérer une très très bonne saison 1985 et en attendant, je vous dis au revoir. De tous les rallyes du championnat du monde, seule la Manche italienne offre une mixité quasi parfaite goudron-terre. Cette année, environ 40% d'asphalte dans l'arrière-pays de San Remo pour une première étape à la fois diurne et nocturne. 300 km d'autoroute et nous voici en Toscane, l'un des plus beaux coins de l'Italie et l'une des plus belles terres, roulante au possible, tout à fait l'inverse d'un casse-voiture. Joli périple entre Sienne et Pise, mais périple plutôt musclé, incroyablement rythmé. 2 étapes, mais bien peu de répit pour la centaine de concurrents.
La première fois également depuis l'apparition en compétition de la 205 Turbo 16 que s'offre la possibilité d'un parfait comparatif sur deux terrains différents. On donne la Lancia comme la plus agile sur le goudron, on prête à l'Audi bien sûr une remarquable aisance sur la terre. Eh bien voici l'occasion de juger la concurrence. Ce n'est plus l'asphalte de la Corse ou la terre de la Finlande, cette fois ce sont les deux réunis. Le verdict souffrira d'autant moins d'équivoques et c'est tant mieux pour la vérité sportive. La première demi-surprise viendra du comportement des Lancia dans la première étape sur goudron. Elles sont devant, certes, grâce à Biasion et Bettega. Certes, Marco Allen a laissé filer, bien contre son gré, quelques précieuses poignées de secondes dans une crevaison, sinon il sera là lui aussi. Mais la lecture des chiffres ne donne pas aux Italiennes un avantage substantiel. Et dès lors, la mine à rien préoccupée du Finlandais se justifie. Remarquons au passage que pour faire un bon mécanicien en championnat du monde aujourd'hui, il faut, en plus du savoir technique, ne pas souffrir du mal de l'air. Et pendant ce temps-là, du côté des deux Lionnes de Sochaux, il se produit un phénomène que l'on pourrait qualifier de force tranquille. C'est déjà ce qu'il transparaît quand on considère le personnage Vatanen, que rien ne semble toucher ni émouvoir. Les quelques secondes concédées aux Lancia ont déjà changé de besace, avec la plus parfaite des sérénités, bien loin du maximum des possibilités de la voiture, ce qui n'aide guère les autres à trouver le sommeil. Force tranquille également pour le pilote provençal qui ne va pas tarder à ranger sa combinaison dans un placard. Un brin de nostalgie, mais le complet veston de directeur de la promotion n'ira pas si mal que cela, Jean-Pierre Nicolas. Question formulée aussi avec l'accent allemand. Sans pouvoir dire que l'Audi Quattro Sport subit la loi de la 205, il n'en demeure pas moins qu'elle reste inférieure en performance. La demi-seconde de perdu à chaque kilomètre ne permet pas à Rorl ou à Blomqvist de conserver un contact direct avec Vatanen. Qui plus est, le Germanique est légèrement sorti de la route et le Suédois a toujours franchement avoué ne guère goûter l'asphalte. Résultat, par force, on observe à distance. Image à faire frémir, au-delà d'un enthousiasme au demeurant bien sympathique, il existe chez les passionnés transalpins une certaine forme de mépris du danger qui prend l'apparence, dans certains cas, d'une véritable inconscience. Cette année encore, le rallye San Remo n'a pas été exempt d'accidents malheureux. Rorl a cassé quelques jambes, Nicolas aussi. Caneva est sorti de la route et s'est retrouvé quelques mètres plus loin et plus bas, avec un passager supplémentaire entré brutalement par le pare-brise. Débordement qui empêche bien souvent un pilote de s'exprimer totalement et un coéquipier de parfaitement bien lire des notes pour décrire un virage qu'il ne reconnaît plus. Harry Vatanen peut tranquillement avaler les ultimes hectomètres de terre et les ultimes kilos de poussière. Le retour sur le goudron s'effectue avec un capital temps suffisant, du moins
Pouvait-il le croire jusqu'à cette coulée d'eau découverte au détour d'une rapide courbe négociée à 160 km/h. Cela s'appelle dans le jargon pilote un soleil. Celui effectué par le Finlandais ne sera pas définitif. Celui de Rorl, 1 minute après, le sera. Le bon Dieu avait reconnu le sien. Ça me fait tout drôle de me promener sur ce circuit car en temps normal je le parcours en voiture à plus de 200 km/h. Dans un bon jour, je prends ce tournant à 180 km/h. Il y a beaucoup de choses concernant la Formule 1 que vous ne savez peut-être pas. Ces drôles de pneus qui sont lisses, les ailes à l'avant et à l'arrière des voitures, et puis nous ne les conduisons certainement pas de la même façon que des voitures de série. Il faut raser les tournants. Ça, c'est le tournant le plus lent de ce circuit. Je le prends en général à 130 à l'heure. C'est juste un chiffre. Il n'y a pas de statistique qui puisse vous dire quel effet ça fait de conduire ce genre de voiture et la vitesse incroyable dont elles sont capables. Voilà pourquoi nous avons organisé une petite démonstration pour que vous vous rendiez mieux compte. Sur la ligne de départ, nous avons aligné un prototype de Formule 1 et 2 voitures de série. Cette Ford Sierra de 1,6 litre tout d'abord, probablement la voiture de série la plus perfectionnée qui soit. C'est une excellente voiture qui tient bien la route, est souple et peut atteindre facilement 160 km/h. Ensuite, cette Porsche 928, c'est une des voitures de série les plus rapides qui existent. Elle peut atteindre jusqu'à 230 km/h au compteur. Sa souplesse et sa tenue de route sont parmi les plus grandes réussites de la technologie moderne. James Hunt, champion du monde en 1976, sera au volant de la Sierra et John Watson, deuxième au championnat du monde en 1982, conduira la Porsche. Pour ajouter un peu de piquant à la chose, nous allons donner un peu d'avance aux 2 voitures de série. D'abord, James dans la Sierra. James s'efforce d'être précis, de bien raser les tournants parce que plus vous êtes précis, plus vous allez vite. Nous n'avons pas oublié pour autant les 2 autres voitures. En fait, il est temps de donner le départ à John Watson dans la Porsche. C'est la première fois que je conduis une Porsche. La 928 est l'une des voitures de sport les plus modernes qui existent sur le marché aujourd'hui. Très confortable, très rapide et facile à conduire. J'aimerais en acheter une si j'en avais les moyens. La Sierra est partie avec 35 secondes d'avance, mais la Porsche est en train de la rattraper sans difficulté. Bon, maintenant que j'ai fini mon café, il est peut-être temps que je vois si je peux rattraper les 2 autres. Et n'oubliez pas que nous comparons avec des voitures qui ont un circuit d'avance, c'est-à-dire près de 5 km.
Depuis que j'ai commencé à courir, il y a eu des évolutions énormes et évidentes dans la Formule 1, mais chaque prototype correspondait à son époque aux voitures de série en usage à ce moment-là. De toute évidence, l'une des différences les plus frappantes entre ces voitures et celles de maintenant, c'est qu'à ce moment-là, vous pouviez voir le pilote. Peut-être que vous ne pouviez pas le reconnaître, mais vous pouviez voir que quelqu'un était au volant. Aujourd'hui, pour réduire la résistance de l'air au maximum, le pilote est pratiquement entièrement recouvert. On ne voit que le haut de son casque et vous oubliez pratiquement qui conduit la voiture. Revenons à notre histoire. Dans la fin des années 50, on fit un immense bond en avant qui creusa encore plus l'écart entre les Formule 1 et les voitures de série. Grâce au constructeur britannique John Cooper, le moteur de la Formule 1, tout en restant derrière le pilote, fut placé devant les roues arrière. Cette nette amélioration dans la distribution du poids n'a pas pu se répercuter sur les voitures de série qui ont 4 places. Mais même ces voitures-là, on était encore au Moyen-Âge au niveau de la suspension et de la souplesse. Un des plus grands pilotes de cette époque, Stirling Moss, disait « Jadis, si la voiture n'accrochait pas assez bien de l'avant ou de l'arrière, on se contentait de retirer quelques kilos d'air des pneus. » Pour les pilotes comme Niki Lauda, les choses ont bien changé. Mettre au point la suspension idéale avant la course ou pendant les essais est aussi important que la course elle-même. Et ceci n'est qu'une infime partie de la préparation et demande beaucoup de travail par de très nombreuses personnes pour préparer le prototype. Et quand vous voyez un homme qui travaille sur le circuit, il y en a 30 autres qui l'ont précédé. Vous vous demandez sans doute comment il se fait qu'avec tous ces ouvriers spécialisés et la technologie avancée dont ils disposent, les voitures ne soient pas absolument prêtes pour la course quand elles sortent de l'usine. Votre voiture de série sort bien de l'usine, prête à l'usage, mais la différence c'est que la voiture de série est mise au point pour répondre à des conditions moyennes. Si nous décidions d'utiliser une telle voiture, nous pourrions encore l'améliorer pour ce circuit-là, mais alors elle pourrait ne plus être aussi bien adaptée à un autre circuit plus dur. Car il n'existe pas de conditions moyennes de mise au point pour une voiture de Formule 1. Leur mise au point dépend entièrement du circuit sur lequel on les utilisera. Et chaque circuit est radicalement différent. Certains sont plats, d'autres comportent des montées, des descentes, d'autres sont larges avec des tournants rapides. Certains sont aussi lisses qu'une table de billard. Quand le moindre centième de seconde compte, il faut que la voiture corresponde exactement au circuit. Not bad that time, Steve. It's an 11.7. 11.7. Voilà en quoi consiste l'entraînement. Cela n'a rien à voir avec le golfeur qui pratique son swing ou le joueur de tennis avec son service. Bien sûr, les pilotes, eux aussi, ont une technique, mais ce qu'ils s'efforcent avant tout de faire pendant les essais, c'est de trouver la combinaison idéale de toutes les mises au point à faire sur la voiture. So what I need is some more front wing because it's understeering, especially in the high-speed corners. Or we take some of the rear wing, we're the last hole here. And we need to bleed the brakes because the pedal is quite soft. So let's do this for the moment. Il faut ajuster les éléments aérodynamiques, la résistance des barres anti-roulis, la hauteur de la voiture, les différents degrés de rebondissement des amortisseurs, les moindres variations des roues. Tout cela, c'est un puzzle géant où chaque pièce est interdépendante de l'autre. And less rear wing, yeah? Yeah. Take one hole off the rear wing, please. Et quand les pilotes parlent de la façon dont leurs voitures tiennent la route, ils utilisent deux termes que vous entendez tout le temps pendant les essais, survirage et sous-virage.
Survirage signifie que l'arrière de la voiture accroche moins à la route que l'avant. Si vous arrivez trop vite sur un tournant dans ces conditions, l'arrière patine, comme ceci. Sous-virage, c'est l'effet inverse. L'avant de la voiture adhère moins que l'arrière. Dans une voiture comme ça, dans un tournant pris trop vite, vous continuez tout droit. Il n'y a pas que les voitures de Formule 1 qui sont affectées par le survirage et le sous-virage. Cela touche aussi les voitures de série. Cette Ford Cortina est en fait bien équilibrée, mais son conducteur va la déséquilibrer exprès. Il arrive sur le tournant juste un tout petit peu trop vite. Regardez ce qui arrive. L'arrière patine. Voilà, ça c'est le survirage. Cette fois-ci, il va déséquilibrer l'avant de la voiture. De nouveau, il prend le tournant un peu trop vite. Et bien qu'il braque à fond, il va tout droit. Ça, c'est l'effet du sous-virage. So I should be quick on the straight. Sure. Comme tous les automobilistes, les pilotes de Formule 1 veulent tout d'une voiture. Elle doit bien adhérer à la route, mais aussi tourner avec souplesse. L'équilibre est le but recherché. Soft pedal. La fabrication des pneus a fait des progrès spectaculaires depuis 20 ans. Comparez ces pneus de course plus vieux avec ceux employés de nos jours. Les constructeurs savaient que les gros pneus larges, les pneus à profil bas comme on les appelle, tenaient mieux la route que les pneus minces et étroits. Mais ils ne disposaient pas de la technologie nécessaire pour les fabriquer. Les pneus de course ne sont pas seulement d'une forme spéciale, ceux qu'on utilise par temps sec sont lisses. Les reliefs sur un pneu sont faits pour que l'eau n'adhère pas à la surface caoutchoutée en temps de pluie. Le jour de la course, il est nécessaire d'avoir le maximum de la surface du pneu adhérant à la route, d'où pas de relief. Ils sont faits de caoutchouc très mou parce qu'il est plus collant. Plus le caoutchouc du pneu est résistant, plus il dure longtemps et moins il adhère. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez avoir de pneus en caoutchouc mou sur une voiture de série, car cette espèce de caoutchouc ne dure que l'espace d'une course, 300 km à peu près. Et puis, avec des pneus sans relief, vous quitteriez la route dès la moindre goutte de pluie. Mais attention, la carcasse du pneu qui soutient le caoutchouc mou est incroyablement résistante. Les pneus doivent en effet résister à une force extraordinaire. Sur la ligne de départ, ils doivent transmettre à la voiture la puissance de 700 chevaux vapeur et en pleine vitesse. Ils doivent résister à des forces centrifuges énormes, sans compter que la température du caoutchouc est primordiale. Si les pneus sont trop froids, ils adhèrent mal. Les mécaniciens vérifient leur température et la mise au point des roues en 3 endroits différents, sur chaque côté et au milieu. Quand ces 3 relevés de température sont semblables, la mise au point est correcte. 25. Le procédé de mise au point est un des éléments les plus importants de la technique du pilote. Le mieux il le fera, le plus stable sera sa voiture, moins il se fatiguera en conduisant et plus ses pneus dureront, et aussi plus de chance il aura d'avoir une bonne position de départ. Les voitures les plus rapides sont en tête de la grille, les plus lentes après, et ainsi de suite. Ceci est primordial parce que les performances des voitures sont si proches que plus vous êtes près de la ligne de départ, moins de voitures vous aurez à dépasser pendant la course. L'une des différences essentielles entre les voitures de série et les Formule 1, c'est que le concept de ligne n'existe pas. Bien sûr, les règles qui régissent la taille du moteur, le poids total du moteur, la forme générale de la voiture et certaines de ses caractéristiques sont déterminées par les lois de l'aérodynamique. Ce n'a été que vers les années 60 que les constructeurs ont commencé à se préoccuper de l'aérodynamique et ce n'est que vers les années 70 que l'usage des souffleries s'est généralisé. La première chose qu'on s'est efforcé de faire a été de réduire la résistance du vent au maximum. Les constructeurs découvrirent qu'il était possible d'utiliser l'air déplacé par la voiture pour la forcer à coller à la route, en particulier dans les tournants, et accroître ainsi sa vitesse. L'Américain Jim Hall appliqua pour la première fois cette idée avec la voiture de sport la Chaparral en 1967 en rajoutant une aile supplémentaire à l'arrière.
Les Formule 1 s'emparèrent très vite de cette idée et des ailes supplémentaires firent leur apparition. De petites à l'avant, des plus grosses à l'arrière. Et on consacra beaucoup de temps à essayer de trouver la taille, l'angle et l'endroit idéal pour ces différentes ailes. C'était l'avènement de l'aérodynamique, mais on n'a jamais rien sans rien et les ailes commencèrent à créer des problèmes. Plus l'aile est grande et plus vous l'inclinez pour augmenter l'adhérence. Moins la voiture va vite, ce qui fait que tout en allant vite dans les tournants, à cause de l'adhérence, vous irez moins vite dans la ligne droite à cause de la résistance. C'est vers la fin des années 70 que l'écurie Lotus du brillant constructeur anglais Colin Chapman franchit une nouvelle étape dans le domaine de l'aérodynamique. Sa Lotus 79 remporta 6 courses avant que les autres écuries commencent à utiliser à leur tour le même effet aérodynamique. Les constructeurs découvrirent un moyen d'augmenter le poids d'une Formule 1 à grande vitesse d'un poids équivalent à cette Rolls-Royce. Lotus utilisa l'air se trouvant sous la voiture pour le projeter sur la piste, augmentant ainsi de façon considérable la puissance de la voiture dans les tournants, tout en perdant très peu en résistance aérodynamique. Cette technique fut appelée à tort, d'un terme d'aviation, l'effet de sol. Si l'on retire les roues et d'autres composantes, on peut mieux se rendre compte du mouvement de l'air sous la voiture. À partir du moment où il rentre en contact avec l'avant de la voiture, il est contrôlé avec soin afin de passer sous la voiture, sous une aile qui est à l'envers. Ce changement de vitesse provoqua automatiquement un effet de succion là où l'air circule le plus vite. Donc, plus la voiture va vite, plus l'effet de succion est grand. Mais bien entendu, pour que ce principe soit le plus efficace possible, il faut que l'air soit emprisonné sous la voiture. Donc on rajouta sur les côtés de la voiture des sortes de jupes glissantes qui étaient en fait en contact avec la route pour empêcher l'air de s'échapper. Et à mesure que la voiture abordait les bosses, ces jupes montaient et descendaient pour maintenir l'air emprisonné sous la voiture. L'effet de sol produisit des résultats spectaculaires, davantage d'adhésion lors du freinage et augmentation de la vitesse. Mais l'utilisation de l'effet de sol a aussi des désavantages. Si une des jupes latérales est endommagée pour une raison quelconque, 70% de l'effet de sol est perdu, ce qui peut rendre la voiture incontrôlable. Certains constructeurs affirmaient que leur voiture pouvait développer jusqu'à 3000 kg de résistance à grande vitesse, ce qui équivaut encore au poids de cette Rolls-Royce. Cette puissance signifia que la suspension des voitures devint de plus en plus dure. Ainsi, la course devint très difficile pour les conducteurs et un test insupportable d'endurance physique. Et les vitesses atteintes commencèrent aussi à inquiéter parce que si une voiture prend un tournant à 230 km/h et qu'elle quitte le circuit, elle roule encore pendant une très longue distance avant de pouvoir s'arrêter. Dès le début des années 70, les spectateurs avaient déjà été éloignés du bord de la piste, alors vous pouvez imaginer ce que cela aurait coûté de recommencer sur tous les circuits du monde. Pour ralentir les voitures dans les tournants, il fut décidé qu'à partir du début 1983, les jupes seraient interdites. Les pilotes aiment ces nouvelles voitures parce qu'il faut plus de talent pour les manœuvrer. Sans l'effet de sol, les voitures de 1983 sont plus rapides dans les lignes droites, mais la période de freinage sera plus longue, donnant plus de facilité aux pilotes pour se doubler. Sans l'effet de sol, les voitures adhéreront moins bien et iront donc moins vite dans les tournants, mais exigeront davantage de maîtrise de la part des pilotes. Et ça, cela rend la course beaucoup plus intéressante. Turbo est un des mots à la mode de la technologie automobile des années 80. En 1978, il n'y avait pas de voiture de Formule 1 à moteur turbo. À la fin de la saison 82, 8 des 16 Grands Prix avaient été remportés par des équipes utilisant les moteurs turbo, Ferrari, Renault et Brabham. Aujourd'hui, les moteurs turbo sont devenus la norme acceptée pour les Formule 1. Mais qu'est-ce qu'un turbo ? Il est facile de voir la puissance que la turbo développe, mais quel en est le principe ? Le principe est très simple. Normalement, dans un système sans turbo, quand les gaz d'échappement quittent la chambre de combustion du moteur, ils sont projetés dans le pot d'échappement et puis dans l'atmosphère. Mais ces gaz voyagent très vite. En fait, à mesure que le moteur accélère, les gaz d'échappement voyagent de plus en plus vite.
Faites l'essai sur votre propre voiture. Vous sentirez la pression du pot d'échappement se répercuter sur votre volant. Cette pression est une sorte d'énergie qui est normalement perdue. Quand il y a un système turbo sur une voiture, les gaz d'échappement sont récupérés pour faire tourner une petite turbine et puis ils reviennent ensuite dans le système d'échappement par l'autre côté. La turbine est elle-même reliée à un compresseur qui pompe l'air et le rejette sous pression dans la chambre de combustion du moteur, ce qui veut dire plus d'énergie, mais chaque progrès a sa contrepartie dans les problèmes qu'il crée. Le système turbo ne fait pas exception, il crée deux problèmes. L'un est qu'il développe peu de puissance à petite vitesse parce que, à faible vitesse, les gaz d'échappement voyagent lentement, donc la turbine et le compresseur travaillent lentement. À mesure que le moteur va plus vite, les gaz d'échappement voyagent plus vite, ce qui se répercute sur la turbine et le compresseur. Et c'est là que le turbo est vraiment efficace. Mais cela veut dire aussi qu'il n'a pas la réponse immédiate et la puissance d'un moteur non turbo. Et puis, les turbos ont leurs problèmes spécifiques de robustesse. Dans de nombreuses courses en 1981 et 82, les Renault, pionniers de la turbo dans les Formule 1, firent preuve de leur puissance et de leur vitesse pour finalement tomber en panne à chaque fois. La vitesse et l'échauffement, ce sont les problèmes des turbos. Dans un moteur turbo de Formule 1, le compresseur peut tourner jusqu'à 120 000 tours minute et la température peut atteindre 1700 degrés Fahrenheit. À cette température, l'huile se décompose et les réservoirs d'huile éclatent. Et le résultat, c'est l'incendie. Or, l'incendie, c'est le plus grand danger pour le pilote de course. Bien sûr, on peut parer à ces problèmes, sinon les turbos n'auraient pas remporté 9 courses sur 16 pendant la saison 82. La technologie la plus avancée est appliquée, les tuyaux d'échappement sont faits en acier, car c'est pratiquement le seul métal qui ne fonde pas à des températures aussi élevées, et c'est aussi le seul qui puisse supporter les intenses pressions. Ce moteur Cosworth V8 était jadis la norme pour la Formule 1. Il a remporté 152 courses depuis 1967 et c'est là un résultat fantastique. Il a été remis à jour pour la saison 83 et Niki en a utilisé un lors des premiers Grands Prix de l'année. Mais ensuite, Niki a changé et adopté un tout nouveau moteur qui a été mis au point spécialement pour McLaren International. Il dispose d'un turbo THG qui peut développer jusqu'à 750 chevaux. Ce moteur est de 50% plus puissant que le V8. Lorsqu'une voiture comme celle-ci franchit la ligne d'arrivée, sa puissance est équivalente à celle d'une dizaine de berlines de 1500 cc. Bon, maintenant la voiture est réglée au mieux. Notre position de départ ne peut être modifiée, mais admettons que notre voiture est très rapide et qu'elle ne part pas dans les premières. C'est là qu'intervient le vrai talent du pilote quand il doit en dépasser un autre. Ces deux Porsche 928 identiques seront idéales pour une petite démonstration. Ce n'est pas comme sur une route normale. Ici, le pilote qui est devant vous ne veut pas que vous le dépassiez. Et les deux voitures ont des performances tellement semblables qu'il est possible que pendant un tour du circuit, elles ne soient séparées que de quelques centièmes de seconde. La plupart des doublages se font dans les tournants ou dans leurs abords. La tactique de base, c'est que vous freinez un peu plus tard que l'autre pilote. Si vous freinez ne serait-ce qu'une fraction de seconde plus tard, vous arrivez peut-être à avancer un peu plus. Ceci est extrêmement dangereux et nous comptons les uns sur les autres pour admettre que l'autre à un certain moment vous dépasse. En fait, notre règle entre nous, c'est que quand vous voyez que l'autre pilote a effectivement freiné plus tard que vous, vous le laissez passer. Sinon, les deux voitures risquent de quitter le circuit. Ici, il est important de se rappeler que nous ne conduisons pas nos voitures dans les tournants, nous les faisons glisser, mais en rasant le plus possible. Si vous ne rasez pas assez, les pneus font résistance et vous ralentissent. Autrement dit, plus vous êtes précis, plus vous allez vite. C'est précisément parce que nous savons cela et que nous essayons d'être précis que nous donnons l'impression de ne pas glisser. En fait, le procédé de doublage est très complexe. Que faire par exemple quand votre voiture est plus rapide dans les tournants mais a moins de puissance qu'une autre voiture ? Vous la suivez de près dans les tournants et dans les lignes droites, elle vous sème. Avec de la chance, vous pouvez essayer d'utiliser votre connaissance de l'aérodynamique pour le doubler dans la ligne droite.
Si vous parvenez à vous maintenir juste derrière lui, dans son sillage, il y a un vide partiel à cet endroit-là, une sorte de trou dans la résistance de l'air. Ainsi, vous pouvez accélérer et atteindre une vitesse supérieure à la vitesse maximum normale de votre voiture et peut-être arriverez-vous à le dépasser. Bien sûr, c'est à vous d'empêcher le pilote adverse de prendre position dans votre sillage. Mais la pression psychologique que subit le pilote qui est devant est absolument énorme. Il sait qu'à la moindre petite erreur, celui qui est derrière va le dépasser. Certains pilotes sont capables de résister à cette pression certains jours, mais d'autres jours, non. La moindre hésitation dans un changement de vitesse, un coup de frein un quart de seconde trop tôt, et vous êtes second et plus le premier. Alors la prochaine fois que vous regarderez un Grand Prix de Formule 1 sur place ou à la télévision, j'espère que grâce à ce que nous vous avons montré, vous apprécierez davantage la course. Des phares, des moteurs, du bruit, une certaine ambiance. Donc ça veut dire si dans le deuxième passage on n'en a pas ici, c'est pas grave. Eh ben le même à mon avis. Si tu veux au pire on monte celui qu'on avait dans le pays, à condition qu'on le baisse pas comme tout à l'heure. C'est ça le rallye. Une course contre la montre et contre les éléments, contre soi-même et contre tous. Par tous les temps et par tous les vents, il roule. D'ailleurs il ne roule pas, il court. Sur les routes de France, de Navarre et du monde entier, ils sont tous là. Tous, ce sont les grands constructeurs bien sûr. Opel, Lancia, Audi, mais aussi Toyota, Datsun, Peugeot, et j'en passe. Ils ont compris que la compétition représentait un impitoyable banc d'essai, en même temps qu'un formidable outil promotionnel. Et cela, on l'a bien compris à Boulogne-Billancourt. Il était une fois la Renault 5 Turbo. De sa sœur aînée, la Renault 5, elle a conservé le look, mais le plumage agressif trahit un ramage très ambitieux. Promise à la compétition, elle reçoit son baptême de la course, assez discrètement, au Tour d'Italie 79. Un an plus tard, elle est déjà dans le coup. Ragnotti, qui a succédé à Fréclin derrière le volant, frôle la victoire au Tour de France 80. La 5 Turbo est prometteuse, mais c'est encore le temps des problèmes. La radio marche plus. Eh oui, on se débrouille comme on peut, on résout les problèmes et parfois, malheureusement, c'est l'abandon. Bon, ouais. Bah bravo, quand même. Bravo de l'avoir ramené si belle. C'est con, hein. Ah, c'est Monte Carlo, là. On aura Monte Carlo. Donc, objectif, Monte Carlo. Il fallait garder confiance. Le succès, en effet, devenait fortement envisageable. À Renault Sport, on travaillait avec conviction. Jeannot assurait patiemment et avec talent la mise au point de son pur sang. Il fallait pouvoir aller vite, en toutes circonstances, sur le sec comme sur la neige, tout en trouvant la fiabilité nécessaire. Et c'est ainsi que la 5 Turbo, brillante, devint aussi endurante. La victoire était au bout du capot. Rallye Monte-Carlo 81, la consécration. Turbo, bravo! Après le bitume et la neige, l'épreuve de la boue et des pistes africaines. Gagner Monte-Carlo, ça n'était qu'une étape. La 5 Turbo amorçait à peine sa carrière. Il lui fallait mûrir encore. Prochain défi, 200 km/h sur des pistes ouvertes le long du fleuve Bandama. Gare aux Grumiers, c'est le rallye de Côte d'Ivoire. Ça saute, ça dérape, ça vibre, mais à force d'apprendre, maintenant, la voiture est au point. La 5 est devenue une vraie bête de rallye. Elle se décline désormais sur un air de turbo. Nombreux sont maintenant ceux qui la conduisent. Le croiriez-vous, ils courent tous après Jeannot. C'est 4 mètres. Gauche à fond plus. 100 mètres. Et gauche très bonne, coupée, gauche moyen bord. Sur droite à fond plus 100 mètres. À fond plus 100 mètres. Gauche dur, sable. Gauche dur, sable. Et gauche à fond plus. À fond plus, 50 mètres. Droite moyen. Et gauche très bon. Gauche très bon. 20 mètres, gauche moyen bon.
20 mètres, gauche moyen bon, et long droite moyen bon, fermeture, grosse vague. C'est l'arrivée. On va au contrôle stop. Nous avons fait 3,48. Nous avons gagné 3 secondes sur tout à l'heure. La Renault 5 Turbo, voiture idéale pour des amateurs. Écoutez l'un d'entre eux. La Renault 5 Turbo, c'est une voiture fiable, disons, c'est un peu une puce sur la route et un peu un kart en fin de compte. Elle a une tenue de route vraiment formidable et elle a une gueule, on peut dire. Nous voici en Corse, à l'orée d'une épreuve à la fois prestigieuse et très sélective. À l'heure des préparatifs, les 5 turbos sont là, toujours présentes et toujours en nombre, engagées par des amateurs ou pour des pilotes de la trempe de Jean-Luc Terrier, par des équipes semi-officielles. Tout le monde peut courir avec cette voiture et tout le monde peut essayer d'en profiter, à l'instar de Philippe Touraine, pour se faire une place au soleil. Et de fait, il y en a pour tous les goûts. Outre la petite 5 Alpine Groupe N, il existe toute une gamme de 5 turbos. Du kit 200 chevaux au kit 300 chevaux, chacun peut trouver son bonheur en fonction de sa compétence et de sa bourse. Souvent, le maître est dans la course sur la voiture usine engagée par Renault Sport. Jeannot donne le rythme, sert de référence et de valeur étalon. Ils sont plusieurs, et pas n'importe lesquels, à disposer exactement de la même voiture. La démarche de Renault en rallye est en effet très originale. La régie est le seul grand constructeur à mettre à la disposition de la clientèle tous les développements techniques existants sur la voiture officielle. Hop là, le maître n'est pas infaillible, c'est qu'il faut cravacher ferme quand on a un peloton de 5 turbos à ses trousses. Regardez par exemple Denis Nobet. Grosso modo, les seins des 5 turbos participant à une épreuve se dessinent donc ainsi: la voiture officielle aux mains de Ragnotti, quelques voitures semi-officielles, identiques à celles d'usine, et puis les autres, un peu moins puissantes, des amateurs. Renault Sport, ce n'est pas seulement des voitures en course. Regardez ces hommes en jaune. Ils sont omniprésents sur les routes. Leur métier, c'est de jouer auprès de toutes les 5 turbos en course, les Saint-Bernard ou les Bons Samaritains. Allez, 17-30. Allez, 17-30. Patrick Landon, responsable du département rallye de Renault Sport, joue les chefs d'orchestre et règne sur toute cette organisation. Ancien brillant rallyman, devenu patron de Renault Sport, Gérard Larousse est là le plus souvent possible. La trilogie serait incomplète sans Lionel Bourgeois, l'homme de Renault Sport chargé de la liaison avec les clients. Et puis il y a Jeannot qui fait le pitre. Le sérieux domine quand même, Landon joue les mercures. Tu dois partir à quelle heure d'ici? Elle a bien redémarré là. C'est l'heure de repartir. Jeannot reprend la route avec à sa suite Bruno Sabi et tous les autres. Virage après virage, spécial après spécial, épreuve après épreuve, ensemble, ils animent la course. Un joli travers, et ensemble ils font le spectacle. Il faut dire que la 5 Turbo s'y prête bien. Courir sur les routes sinueuses, ça n'est pas toujours évident pour tout le monde. Mais la 5 Turbo, telle une puce, saute les difficultés les unes après les autres avec une agilité et une souplesse déconcertantes. Née pour vivre la route, elle fait montre d'une exceptionnelle maniabilité. On peut affirmer à cet égard qu'elle a pris la succession de la légendaire berlinette Alpine. D'ailleurs, elle glisse de la même façon. Alors, avec une telle voiture, pas étonnant qu'un impressionnant palmarès se soit forgé au fil des années. Professionnels et amateurs, tous s'y mettent pour faire triompher la 5 Turbo, partageant de très nombreuses victoires, partageant aussi, il faut le dire, quelques aléas. Si 82 fut l'âge de la maturité, 83 l'âge de l'expérience, 84 devient l'âge de la sérénité. Partout, et toujours plus, les 5 turbos ont brillé. En championnat régional, national, européen, voire mondial, les victoires ont plu et pleuvent encore.
Pour les uns, c'est déjà une énorme satisfaction de rallier l'arrivée et d'avoir déjoué pièges et embûches. Pour les autres, c'est le bonheur d'avoir gagné, soit dans leur catégorie, soit carrément au scratch, ce qui est arrivé 59 fois en 82, 67 fois en 83 et beaucoup plus encore en 84. Félicité bien sûr par toute la municipalité ici présente et représentants. Et puis, quel honneur d'être à l'arrivée du Monte-Carlo, le rallye le plus connu du monde. Qui vient stationner maintenant. On vous l'a dit, l'histoire de la 5 Turbo, c'est souvent une histoire de pilotes amateurs. Ils travaillent la semaine et courent le week-end, ils s'organisent comme ils peuvent, c'est aussi une histoire d'amour. Écoutez Bernard Maton. Nous faisons le rallye par passion et ça nous prend beaucoup de temps, mais par rapport à notre travail, disons, on essaie d'organiser au mieux, c'est-à-dire en fin de compte, comme nous faisons beaucoup de rallyes régionaux, nous partons le soir après le travail, on ne peut travailler que par passion en fin de compte. La 5 Turbo est-elle la voiture idéale pour assouvir cette passion? C'est la voiture de l'amateur. L'amateur, disons, c'est exact, mais enfin, il faut quand même un petit budget. Un petit budget, peut-être, mais rien en tout cas par rapport au salaire du pilote de rallye le mieux payé du monde, Walter Röhrl, qui pèse, dit-on, 4 millions lourds la saison, plus par rallye, 450 000 francs, le prix d'une 5 Turbo de course. Au demeurant, les meilleurs pilotes du monde ne volent pas leur argent. Le rallye au plus haut niveau, c'est une suite de nuits éprouvantes et stressantes, une succession d'épreuves physiques, la permanence du risque et souvent aussi le talent à l'état pur. Les professionnels du rallye sont de grands bonshommes. Si les nuits sont difficiles pour les pilotes, elles le sont tout autant pour les voitures. Il s'agit de tenir malgré les contraintes inimaginables imposées aux moteurs, aux suspensions, aux freins, bref à tous les organes vitaux d'une voiture. Comment les 5 turbos peuvent-elles endurer de telles souffrances? Demandons à un orfèvre comment il s'y prend. Jackie Bozian, préparateur. Eh bien, le métier consiste à améliorer les performances d'un moteur et surtout la fiabilité. La préparation du moteur par lui-même, c'est de démonter déjà le moteur complètement, et puis donc l'analyser, et puis le remonter bien. Alors on garde beaucoup de pièces d'origine, donc le groupe, le vilebrequin, qui est équilibré. On reprend les bielles en polissage complet pour éviter toutes les petites criques et un microbillage qui est fait par la suite pour une meilleure fiabilité donc, de la bielle d'origine en fonctionnement, de la puissance qu'on demande de ce moteur, mais toutes les pièces, à 90%, les pièces sont d'origine dans ce moteur. Plus de 300 chevaux sont ainsi développés. Écoutez la voiture au ralenti, elle cache bien son jeu. Puis j'éteignais, ni vitesse, ni bruit. Voir. Quand on réveille les 300 chevaux, bonjour le vacarme. Il ne s'agit pourtant que d'un petit moteur, 1,4 litre, vivifié cependant par la magie du turbo. Il propulse vaillamment la 5 Turbo. Et parfois même, c'est trop. Regardez. Remarquez, l'endroit constitue un sacré piège et d'autres vont s'y laisser prendre. Jeannot, lui, limite les dégâts. Il n'y aura pas de tôle froissée à l'assistance. Les assistances, voilà une autre caractéristique des rallyes. Le temps est toujours compté. Pour les mécaniciens, c'est aussi la course. Quelques minutes seulement pour refaire une jeunesse ou une beauté aux voitures éprouvées. Les équipages, eux, en profitent pour échanger des tuyaux. Oui, c'est à partir de là que c'est très mouillé. Tu verras, c'est très mouillé aussi au tout début. Tu as la montée, l'épingle gauche, et un peu plus loin. Souvent, les mécaniques ont souffert, mais on y remédie. C'est pareil, ça craque, la quatrième, elle craque tout le temps. Elle craque terriblement. Tout de suite, c'est-à-dire. Patrick Landon et son commando de choc, spécialistes de la précision, ils sont souvent contraints, faute de temps, à un bricolage sommaire qui ferait frémir les artistes qui ont monté ces moteurs pour leurs clients. Au fait, qui sont ces clients? Alors les clients, les principaux clients sont d'abord les grosses écuries, comme l'écurie Philips avec Bruno Sabi,
l'écurie Diac avec Terrier et Chatriot. On prépare aussi Bouscari qui est actuellement en tête du championnat de 2e division. Enfin, tous les clients peuvent venir nous voir. Nous faisons aussi des moteurs pour les pays de l'Est, pour le Portugal, pour la Grèce, pour des clients qui courent sur une R5 Turbo. Et nous préparons également tous les moteurs d'usine, ce qui prouve bien que tout le monde a le même moteur. Puisque les moteurs sont prêts, alors le départ peut être donné. Bruno Sabi, champion de France 81, l'un des enfants de la 5 Turbo, est aux ordres du starter. Plusieurs portées de jeunes loups se sont fait les dents sur cette voiture. Ils ont appris, ils ont acquis de l'expérience. En un mot, ils ont éclos. Une nouvelle génération de rallymen est née, formant la relève. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? L'un d'eux était Toubib, ce qui lui a d'ailleurs valu son surnom. Il s'agit de François Chatriot, peut-être la principale révélation de ces dernières saisons. Il va vite, il ne ménage pas ses efforts, il est devenu professionnel. Peut-être Chatriot atteindra-t-il un jour le même degré de maturité que Jean-Luc Terrier, l'un des maîtres de la spécialité, qui coule des jours heureux au volant de la 5 Turbo. Joyeux de rire en plus, il est philosophe. On a tout changé là. On a changé la poulie, les deux courroies, on a tout changé. Et oui, les genoux profitent de l'expérience des anciens. Les choix de pneus, par exemple, sont terriblement difficiles, mais quand le choix est bon, quel régal pour les yeux. En rallye, vous n'êtes pas seul. La moitié d'un pilote, c'est son coéquipier ou son navigateur, si l'on préfère. Note par note, il dicte la route, mais son rôle ne s'arrête pas là. Il est aussi l'ami qui stimule ou qui réconforte, un rouage indispensable, et en contrepartie, il a droit à un sacré spectacle. Petit pont, virage, dos d'âne, avec de bonnes notes, on peut attaquer sans arrière-pensée, parce que même si la 5 Turbo est une bête agile, elle ne fait pas tout. Il faut une belle santé et un gros cœur pour se jeter dans les épingles ou dans les grandes courbes. En seriez-vous capable? Eux, ils le peuvent. Et ils le font si bien qu'ils ont de nombreux fans. Le rallye est la discipline du sport automobile où la communion avec le public est la plus réelle. D'ailleurs, entre les équipages, les assistances et les spectateurs, c'est du pareil au même. On partage les mêmes petits matins, on grelotte aux mêmes fraîcheurs, et vous le voyez, on savoure les mêmes plaisirs. Aïe aïe aïe, et voilà ce qui se passe quand la lecture des notes ne suit pas. Si ce n'est toi, c'est donc ta sœur, les grosses sont passées, c'est au tour des petites, elles sont là aussi. Bien sûr, on ne gagne pas à tous les coups. Rallye Monte-Carlo 84 sur la neige, les Audis sont littéralement inaccessibles. Eh bien, Terrier pourra tirer son épingle du jeu, 4e derrière 3 Audis, il est le premier des 2 roues motrices. Mais un rallye n'est pas terminé, que déjà on prépare le prochain. Danis Nobeck, pilote préparateur. Il faut que le tableau de bord il soit bien démontable. Il faut qu'on puisse faire un tableau de bord démontable en cas d'intervention pendant le rallye. D'une coque nue à la voiture de Jean Ragnotti, la grosse, il faut faire pas mal de choses. Quel est donc le processus de préparation? Le processus de réparation, déjà on suit ce que Renault préconise pour avoir une très bonne voiture de rallye. Donc ça se situe surtout au niveau des renforts, de très bons renforts. On est préparateur de voitures de rallye, on essaye de rajouter quelques trucs à nous pour essayer de la rendre à la limite un peu plus performante. Bon, pour avoir la même voiture que Jeannot, c'est ça. Notre petite société essaye de trouver quelques petites bidouilles par-ci par-là pour la rendre, si ce n'est aussi compétitif, à la limite un peu mieux. On essaye. On essaye, et parfois ça marche. Un jour, Danis Nobeck a gagné le rallye du Var. Ce jour-là, Landon et Renault Sport étaient présents. Ce jour-là, 4 Renault 5 Turbo étaient classés aux 4 premières places. Ce jour-là, les amateurs se régalaient. Ce jour-là, c'était en somme le quotidien de la Renault 5 Turbo.
Oui, comment ça va pour vous en ce moment? Pour moi, ça va très bien, vraiment bien. Comment vous vous classez? Pour l'instant, je suis deuxième avec 16 points. La première a beaucoup d'avance puisqu'elle a 30 points. Mais, et aujourd'hui, l'objectif? Je crois que je vais attaquer. Au rocher, ils nous ont filmé. Ah bon? Il y a le virage et l'arrivée de la spéciale juste après. Si, Léon, ça va hein? Chemin, il a eu un gros problème. Chemin, il s'est sorti. Ouais. Il a crevé, non? Non, il a crevé, il n'a pas voulu réparer, il a voulu finir et il a éclaté tout l'avant. Ah bon? Il avait la rage. Il a attaqué comme un fou. Il avait comme un fou. C'est dur, hein? Et aujourd'hui? C'était bien? Ça visait, c'est quoi, hein? Oui. Florence sera pas là. Elle a toujours mal, bon ça va beaucoup mieux. Et puis Muriel est obligée de partir pour chercher sa voiture. Tout le monde y est là. Regarde le petit oiseau. Quelle brochette. L'épouse du président des automobiles Citroën. Simplement remercier tous ceux qui m'ont accueilli pour ce premier rallye et que je repars enthousiasmée. Et je félicite tous les concurrents qui se sont battus d'une façon absolument passionnante. Merci madame. On va donc appeler mesdames Berniaud sur Citroën Visa qui porte le numéro 47 qui ont donc remporté cette Coupe des Dames. Olivier Sabatoni, 9e au classement général. Bien sûr,
Christian Rio donc, est avec nous et son coéquipier, 8e au classement général. Il reçoit également, donc, indépendamment de cette 8e place, un trophée spécial offert par Citroën pour la première Divisa Citroën au classement général. Je vais appeler donc François Chatriot et Perrin aux couleurs de la Diac, Rédio 000 Renault et Claire 5 Turbo, 2e au classement général. Jean-Luc Thierrier, Michel Vial. Reçu des belles récompenses. Henri Toivonen, le Finlandais, et le Britannique Yann Reynolds qui va remporter cette victoire aux couleurs de Rolls-Royce Porsche. Le team Rolls-Royce Porsche remporte ici. Spiegelnden Wellen gleitet wie Schwäne der wackernder Kahn. Auf der Freude am schimmernden Wellen gleitet die Seele dahin, wie der Kahn. Auf der Freude am schimmernden Wellen gleitet die Seele dahin, wie der Kahn. Von den Himmel herab auf die Wellen tanzt das Abendrot rund um den Kahn. Tanzt das Abendrot rund um den Kahn. Über den Wipfeln des westlichen Hains winkt uns freundlich der rötliche Schein. Unter den Zweigen des östlichen Hains säuselt der Taunus im rötlichen Schein. Unter den Zweigen des östlichen Hains